Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle causerie organisée par l'ACFAS Acadie, l'antenne régionale de l'Association canadienne française pour l'avancement des sciences en Atlantique, et le service à la vie étudiante et socioculturelle de l'Université de Moncton. Merci d'être avec nous en direct sur les pages Facebook de l'ACFAS Acadie et du SVES, et également sur la page Twitch du service à la vie étudiante. Je suis Antoine Zboralski, je suis doctorant en sciences de la vie et représentant étudiant à l'ACFAS Acadie. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elias Daigle. Donc Elias, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, on va parler de ton sujet de recherche qui s'intitule « Validation d'un questionnaire de climat universitaire pour les minorités sexuelles et de genre ». Alors, on va en discuter pendant environ une trentaine de minutes. Le format, si vous êtes un habitué ou une habituée des causeries de l'ACFAS Acadie, vous savez que le format ne change pas ou très peu. Donc on va discuter pendant 30 minutes environ. Et ensuite, il y aura des questions du public. Donc vous qui nous écoutez depuis le confort de vos salons, de votre bureau ou que sais-je encore. Et donc n'hésitez pas à poser des questions à Elias en fonction des discussions qu'on va avoir ou sur des choses éventuellement qu'on n'aurait pas abordées. Et ça nous fera plaisir, ça te fera plaisir de lui poser. Puis éventuellement, si tu as envie d'y répondre, tu y répondras et on ira avec ça. Et donc, tout à fait, on va commencer avec d'abord la question habituelle, le parcours. Quel est ton parcours? Donc tu fais un doctorat, j'ai oublié de le dire, tu fais un doctorat en psychologie à l'Université de Moncton. Et pourquoi ce doctorat? Pourquoi l'Université de Moncton? Toutes ces questions, comment tu en es arrivé à faire un diplôme de un programme de 3e cycle? Oui, donc je suis présentement dans ma 2e année de doctorat en psychologie. J'ai fait tout mon parcours universitaire à Moncton. Honnêtement, j'ai grandi dans la région de Moncton. Donc, quand j'ai commencé ici, c'était assez logique. Mais là, quand j'ai arrivé, temps de décider où faire ma maîtrise, où faire mon doctorat, j'ai trouvé un beau laboratoire ici, des belles opportunités. Et là, je me suis dit, ben, c'est parfait. Je considérais d'autres places, mais l'Université de Moncton a été mon choix. Donc, à travers mes études, honnêtement, j'ai commencé en sciences multidisciplinaires. Ok. Mais là, j'ai fini par aller en psychologie. Et quand j'ai passé à la maîtrise, j'ai trouvé qu'il y a un grand besoin de recherche sur les matières LGBTQ2+, au Canada et un peu partout. Donc là, je me suis dit, ben, je peux être une personne qui fait cette recherche-là, il y a un besoin. Alors, c'est ça une de mes grandes motivations pour mon PhD. Bah, c'est une belle motivation, c'est toujours bien d'essayer d'identifier le besoin avant de commencer le projet de recherche. Oui. Il y a des gens qui le font dans l'autre sens et ça fonctionne aussi, mais oui, c'est sûr. en tout cas, c'est vraiment une belle opportunité. On va parler un peu plus du contexte de ton doctorat et puis définir davantage pour les gens qui nous écoutent. Quand on parle de personnes LGBTQ2+, de quelles personnes on parle? Donc, l'acronyme, pour ceux qui ne connaissent pas, LGBTQ2+, ça veut dire lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer ou en questionnement, et 2 esprits, et le plus veut englober beaucoup d'autres choses. J'utilise souvent dans ma recherche, comme dans le titre ici, les minorités sexuelles et de genre, ou encore les minorités sexuelles romantiques et de genre, juste pour englober tout ça d'une façon qui a besoin de moins de mots, essentiellement, et qu'on n'a pas besoin d'ajouter des termes à chaque fois qu'un nouveau terme s'ajoute. Donc, c'est un peu ça qu'on s'entend. Donc, c'est des personnes pour qui soit l'attirance n'est pas hétérosexuelle, comme qu'on verrait des hommes et des femmes, ou que, par exemple, l'identité de genre peut être différente de leur sexe assigné à la naissance. Donc, une personne qui, par exemple, serait née et on dit que c'est un garçon, et là, plus tard dans la vie, cette personne-là se ressent d'une façon différente. Donc, peut-être c'est une femme, donc peut-être qu'elle va faire une transition, des choses comme ça. Donc, ça englobe beaucoup de gens. On commence à plus en entendre dernièrement dans la société. Oui, c'est sûr. Tu parlais aussi des minorités romantiques. Est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus? Oui, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Donc, des fois, j'utilise pas ce terme-là, mais quand j'ai la chance, j'aime de le mentionner parce que, évidemment, c'est un peu comme une minorité dans une minorité parce qu'on n'entend pas souvent. Parce que là, c'est, par exemple, des personnes pour qui
Ça se peut qu'ils ont une attirance sexuelle envers des gens et qu'ils n'ont pas nécessairement la même attirance romantique. Donc, peut-être ils vont ressentir une attirance comme physique vers des certains traits ou vers un genre. Mhm. Mais là, en termes de romance, comme est-ce que je voudrais marier une personne de ce genre-là, peut-être ça va pas être concordant. Donc, des personnes peuvent être asexuelles ou aromantiques. Donc, le A, c'est comme le manque de... euh, donc là, il y aurait soit pas d'attirance sexuelle ou pas d'attirance romantique ou Ouais. il y a toutes sortes de différentes configurations qu'une personne peut avoir dans leur identité. Donc, Mais je trouve ça intéressant qu'on mette des mots dessus et puis qu'on en parle de plus en plus aussi. oui. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler maintenant un peu plus dans ton sujet de thèse, tu parles de de climat organisationnel, notamment dans les universités. Mhm. Qu'est-ce que tu entends par climat organisationnel, et notamment par rapport aux personnes des minorités sexuelles de genre et romantiques? Mhm. Le climat organisationnel, ce qu'on entend par ça, c'est un ensemble de normes, de croyances, de pratiques qui forment un environnement et des conditions de travail ou d'études à l'intérieur d'une organisation qui va la distinguer des autres organisations, par exemple, et qui va affecter le fonctionnement et le bien-être. Le soutien, toutes sortes d'aspects pour les personnes qui sont à l'intérieur de cet organisme-là. Donc, pour les personnes des minorités sexuelles, romantiques et de genre, il y a parfois le climat peut ne pas être à la hauteur. Donc, ça peut, si qu'un climat est moins bon pour des populations, ça peut avoir des conséquences négatives pour eux. Mais est-ce que tu parles de discrimination, par exemple, ou plutôt d'invisibilisation? C'est un peu les deux, parce que maintenant, évidemment, la discrimination plus flagrante est moins vue par ici. Donc, c'est vu comme moins acceptable, mais il y a Mhm. aussi des formes de discrimination qui sont plus subtiles, qui peuvent continuer de se faire dans les organismes ou juste dans les relations interpersonnelles. Des choses qui peuvent, par exemple, être accidentelles de la part de l'acteur qui fait la discrimination. euh, ou juste des choses qui sont plus subtiles où ça va passer comme sous le radar. Il y a Est-ce que aussi, tu aurais un exemple là-dessus en tête? oui, par exemple, une personne transgenre pourrait rentrer dans un magasin et se faire adresser comme monsieur ou madame, mais que c'est pas concordant avec leur identité. Mhm. Et là, comme c'est pas que la personne qui travaille au magasin essaye de lui faire mal, c'est juste que peut-être ils savent pas que cette personne-là a une identité qui leur donnerait Ouais. un titre différent. Et là, ça a des conséquences pour la personne parce que c'est très probable que cette personne-là entend ces choses-là comme toute la longueur de la journée. Donc, c'est des choses qui peuvent être accidentelles, mais qui finissent par avoir des impacts à répétition. Mhm. C'est des choses qu'on peut rencontrer dans une organisation, une institution, Mhm. Oui, comme une université. oui. Excuse-moi, je t'ai coupé à un moment, tu voulais peut-être rajouter quelque chose après? Ah, juste pour autre que ça, il y a aussi, par exemple, des politiques dans les organismes qui peuvent parfois ne pas couvrir tous les cas possibles qui pourraient affecter des minorités parce qu'ils n'ont juste pas été considérés quand la politique a été faite. Mhm. Donc, dans ces cas-là, ça se peut que c'est juste soit la tolérance de certaines formes de discrimination juste à cause d'ignorance des Des- réalités. Ok. Non, mais c'est vraiment intéressant. Euh, est-ce que, est-ce qu'on a des chiffres à peu près de, quand on parle des minorités sexuelles de genre et minorités romantiques, est-ce qu'on sait de quelle part de la population environ ça représente? Au Canada, ils ont tendance à pas demander ça comme sur le recensement, mais Statistique Canada fait certaines études où ils demandent ça. Il y a eu une étude en 2018, par exemple, où ils regardaient des endroits de travail. Ils ont trouvé que c'était environ 4% de la population faisait partie de LGBTQ2+. Et là, selon les groupes d'âge, il y a des différentes proportions. Par exemple,
pour la population en général, le groupe d'âge de 15 à 24 ans, ça forme environ 14% des Mhm. gens. Mais pour les personnes LGBTQ2+, 15 à 24, c'est une tranche de 30%. Donc, il y a une surreprésentation dans certains contextes à cause de ça, là. Et c'est peut-être aussi une question de libération de la parole ou... Oui, certainement. Il y a beaucoup plus de visibilité et Mhm. de libération de la parole, comme tu dis, pour certains groupes d'âge. Il y a beaucoup de gens que peut-être ils font partie de ces groupes-là, mais qu'ils arrivent à un certain âge et que leur élevage ne leur a jamais donné la chance d'explorer ça ou Mhm. de le, de le divulguer au monde. Donc, Ouais. Aussi qui souhaitent pas se revendiquer et rester dans l'anonymat, disons. oui, oui, Euh, c'est ça. on sait jamais. Euh, je voulais parler un peu de l'université de Moncton. Je ne sais pas si tu as des données plus sur l'université, mais on a la chance à l'université d'avoir un groupe qui s'appelle Prism, qui s'occupe spécifiquement des enjeux, de représenter des personnes de la communauté LGBTQ2+. Est-ce qu'il y a des défis inhérents à l'université de Moncton elle-même ou en Acadie en général? Est-ce que tu as des choses qui viennent en tête? Euh, je sais qu'à l'université, il n'y a pas encore eu de données comme une enquête sur le sujet pour voir comme il y a des problématiques. On a pu faire, je suis impliqué avec Oui, j'ai Prism. oublié de le dire, tu es dans Prism, Oui, je fais effectivement. partie des Prism, je suis VP de la sensibilisation et on a pu faire dernièrement des tables rondes pour un peu voir avec les gens qui ont pu venir quelles sortes de problématiques qui existent à l'université que le monde aimerait pouvoir régler. On parla aussi avec l'Ombuds, avec toutes sortes de Mhm. personnes au campus qui servent les personnes étudiantes. On parle avec Kaleidoscope, qui est un nouveau groupe qui s'est formé pour les personnes employées du campus LGBTQ2+, pour voir un peu qu'est-ce qu'est la situation là. Donc, il y a beaucoup d'inconnus qui restent à explorer à l'Université de Moncton. On sait qu'il y a certaines problématiques, mais euh, pour l'instant, c'est beaucoup d'anecdotes et de Mhm. discussions. Donc, c'est ça une des raisons qui m'apporte pour mon projet de thèse, ma mesure de climat, parce qu'on cherche vraiment à faire inventaire dans le contexte universitaire. Qu'est-ce qu'il y a précisément qui pourrait être amélioré, qui pourrait changer, qu'est-ce qui est déjà bon, qu'est-ce qu'il y a qui est plus faible. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup pour ça. Ça me fait une transition, donc c'est super par rapport à... Maintenant, on va parler vraiment de ton projet lui-même, donc c'est excellent. Donc je rappelle, ton projet, c'est la validation d'un questionnaire de climat universitaire pour les minorités sexuelles et de genre. Mhm. Et donc tu t'intéresses à une mesure psychométrique pour mesurer le climat organisationnel. Est-ce que tu peux... C'est quoi l'objectif spécifique de ou les objectifs de ton projet? Je sais que tu as déjà donné un contexte général, mais j'imagine qu'il y a des choses plus Mhm. précises. Le projet a trois objectifs principaux. Donc, on cherche à adapter une mesure. On a reçu une mesure qui a été utilisée de façon bilingue à l'Université de Laurentienne Mhm. dans le passé. Donc, ça a été conçu là, adapté à partir de questionnaires qu'on servit pour Égal Canada, qui est un groupe national. Euh, donc, on a reçu cette mesure-là d'eux et ils nous ont donné la permission de le retravailler, de l'adapter pour qu'il puisse servir aux universités franco-canadiennes. Mhm. Donc, on cherche à faire cette adaptation-là. Notre second objectif, c'est vraiment de faire la validation psychométrique. Donc, la psychométrie, c'est vraiment juste un domaine de psychologie qui a à faire avec les mesures de concept ou les mesures de traits, des choses comme ça. Donc, on cherche à voir si la mesure est valide, c'est-à-dire qu'elle porte vraiment sur le concept qu'on cherche à mesurer et si elle est fiable. Donc, si on passe la même mesure deux fois à une même personne, dans un court laps de temps, c'est que ça va donner toujours les mêmes valeurs, que c'est pas affecté par des choses aléatoires. Euh, et là, notre troisième objectif, c'est vraiment juste de faire un premier rapport donc pour l'Université de Moncton, Mhm. juste de donner les résultats pour donner des recommandations, de donner les points forts, les points faibles de l'université, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Ok. Et donc,
Parce que tu parles de la mesure, tu parles tout le temps de la mesure à laquelle tu t'intéresses, mais tu n'as pas dit ce que c'était encore. Je sais que tu dis ça Oui. vient d'une autre université. Oui, le nom est toujours comme en changement. Donc, mais qu'est-ce qu'elle mesure, cette mesure? C'est quoi cette mesure c'est un questionnaire qui porte sur le climat. Donc, ça mesure plusieurs choses, des attitudes envers l'université, comment les gens se sentent, leur affect, leur sentiment d'appartenance à l'université vis-à-vis leur identité, c'est qu'ils se sentent comme si qu'ils sont représentés dans la matière qui est enseignée, dans la bibliothèque, les choses comme ça, les ateliers, les événements. Les services en général. Oui, c'est qu'ils sont forcément, c'est qu'ils ont besoin de s'identifier d'une certaine façon pour accéder au service, c'est que leur identité est respectée par les personnes qui travaillent ici, comme les professionnels de la santé, les professeurs, tout ça. Donc, ça mesure beaucoup de choses. C'est un questionnaire qui est assez long. C'est environ 50 questions, donc ça prend un peu de temps. Mais si les gens peuvent répondre, ça aide beaucoup, évidemment, parce que là, on peut avoir une bonne idée de qu'est-ce qui se passe ici. As-tu déjà réussi à diffuser ton questionnaire? As-tu déjà diffusé le questionnaire dans la communauté ici ou... Ici, non, pas jusqu'à date. On passe évidemment le questionnaire par un comité d'éthique de recherche sur les humains. Donc, c'est présentement dans le processus avec le comité d'éthique. Et là, par la suite, on va commencer notre première collecte de données. Le questionnaire, avant qu'on ait adapté ça, ça a été utilisé à la Laurentienne une couple de fois. Donc, on pense qu'il ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Est-ce que tu pourrais donner une date aux personnes qui nous écoutent, savoir quand est-ce qu'ils pourraient commencer à remplir ce questionnaire? J'espère que le questionnaire sera prêt vers la fin du mois ou le début mai. Ça se peut que ça va seulement être commencé en automne. Ça va un peu dépendre de certaines choses, comme l'édition éthique, si on a des changements d'extra à faire. Et donc, les personnes qui voudraient éventuellement répondre à ce questionnaire, où est-ce qu'elles doivent aller voir? Parce que le but, c'est aussi d'avoir le maximum de réponses. Donc oui, notre but est de transmettre le questionnaire. Ça va être par Internet et on va donner des courriels juste en masse. Donc, tout le monde qui a une adresse courriel de l'Université de Moncton, qui est soit personne étudiante ou employé, professeur, chargé de cours, etc., pas nécessairement qui est au campus, les gens qui sont à distance peuvent aussi répondre. Donc, toutes ces personnes-là peuvent répondre au questionnaire et devraient recevoir un courriel de recrutement. Donc, vérifiez vos boîtes courriel et... Dans quelques mois, ou le mois prochain, ou en tout cas cette année, vous allez recevoir dans les prochains 1 à 5 mois, je dirais. C'est ça, c'est une bonne fourchette. Oui. Non, ben, c'est ça, on invite tout le monde moi j'invite tout le monde à vérifier ces courriels. Donc c'est pour les personnes qui s'identifient dans la communauté LGBTQ2+, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, on aimerait que des personnes qui s'identifient dans ces communautés-là puissent répondre, mais on aimerait une vue globale aussi pour pouvoir comparer d'une façon intersectionnelle. Donc, c'est que les personnes font partie de la communauté, aussi qui ont d'autres particularités comme si qui ont des handicaps physiques, ça peut aussi impacter leur expérience au campus, des choses comme ça. Donc, on aimerait que le maximum de gens répondent de toutes sortes de groupes pour pouvoir avoir une vue très claire du campus. C'est juste le campus de Moncton? Oui. OK. Donc, les gens du campus de Moncton, il y a 3500 étudiants, oui. Il y a plusieurs centaines d'employés. Donc, je pense qu'on peut facilement atteindre les 4000 réponses pour ton questionnaire. J'espère. Je te le souhaite. Donc, j'en étais où? Oui, donc c'est ça, tu fais ça sur le campus de l'Université de Moncton, à Moncton. Et donc, pourquoi tu as choisi de travailler sur des universités francophones, ou une université francophone en l'occurrence ici? Parce que j'imagine que tu veux l'adapter à d'autres universités, enfin, tu veux que ce soit disponible pour d'autres universités francophones, mais pourquoi francophone spécifiquement? À l'instant, il y a beaucoup de mesures qui existent pour le climat organisationnel. Il y a beaucoup d'enquêtes qui se font au niveau des écoles secondaires, particulièrement au Canada, et aux universités un peu. Mais souvent, ces mesures-là sont en anglais, principalement.
de temps en temps, ils vont être bilingues, mais c'est assez rare que ça soit simplement en français. Donc, il y a un manque d'outils pour cette communauté-là. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai pensé que ça serait parfait de remplir cette niche-là avec un nouvel outil qui va être vérifié pour que ça soit vraiment le meilleur outil qui peut être. Et je me fais la réflexion là comme ça, mais au Québec, il y a quand même beaucoup d'universités. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des outils qui existent dans ces universités francophones où ils n'ont pas été vérifiés peut-être? Ouais, beaucoup des outils qui existent sont utilisés de façon comme informelle, donc ils n'ont pas été validés ou ça a juste été fait par un groupe de travail sur le sujet. Pas que les groupes de travail sont pas bien, mais c'est toujours bon de vérifier avec des experts, d'avoir une base dans la littérature pour vérifier si vraiment ton questionnaire mesure le maximum du concept que tu cherches à mesurer. Donc, il y a beaucoup. Je je sais pas combien de mesures comme informelles qui existent de ce genre-là à Québec. J'imagine qu'il y en a, mais ils sont pas utilisés de façon à Ok. large échelle. Ok, donc c'est vraiment ton projet visiblement à combler un manque Oui, oui, c'est dans ça. la francophonie universitaire. Mhm. Donc, et puis il y a des universités francophones en dehors du Québec et pas que l'université de Moncton. Donc Oui. il faut le rappeler. C'est quand même important d'avoir cette mesure-là. Mhm. Alors, donc là, aujourd'hui, tu en es vraiment à la phase où ton questionnaire est fait et en cours de validation éthique. Oui. Et tu veux bientôt commencer la récolte des données. Mhm. Ensuite, Ensuite, on va faire des analyses préliminaires. On va faire une deuxième collecte de données. Donc, quand les gens participent à la première collecte, ils vont être invités, s'ils le choisissent, de participer à une deuxième collecte qui aura lieu quelques mois plus tard. C'est encore à déterminer. Et là, avoir deux collectes, ça nous donne plus de données. On peut comparer entre les deux parce que ce qu'on cherche à faire avec la validation, une chose pour la fiabilité qu'on peut vérifier, c'est comme j'ai mentionné plus tôt, c'est qu'une personne qui répond deux fois, les scores devraient être assez semblables. Donc, deux collectes de données avec le même groupe, ça nous donne cet avantage-là. Donc, on fera une deuxième collecte et ensuite, on fait nos analyses, on sort le rapport. Ça va tout être anonyme de façon agrégée. Et là, on pourra donner nos recommandations. Et j'espère que j'aurai un projet de thèse de fini à ce temps. non, je comprends. Donc les recommandations vont à l'université. Oui. J'imagine que tu vas publier aussi tes résultats. Donc c'est ça. C'est après. Donc l'université va avoir ces recommandations-là. Idéalement, tu vas leur fournir un outil clé en main pour mesurer le climat Oui. organisationnel à l'université pour les Oui. prochaines années. Est-ce que dans ton projet, c'est prévu de tester dans d'autres universités? C'est ça que je souhaite avec ce projet ici. Je sais qu'à la Laurentienne, ils ont par exemple un groupe qui s'occupe de passer le questionnaire chaque environ 5 années. Et je pense qu'ils mettent des petites mises à jour juste pour le langage, étant donné que ça change souvent. Ouais. Donc, j'espère que avant la fin de mon projet de thèse, que je pourrais aider avec la formation d'un groupe pour gérer ce questionnaire ici, soit que ça soit à l'université ou d'une façon comme interuniversitaire, pour que ça soit partagé au maximum d'universités, pour que le climat s'améliore un peu partout au Canada. Ok, ben, c'est excellent. Oui, ça c'est une question que je me posais. C'est pour revenir par rapport aux francophones et anglophones. Mhm. Est-ce qu'il y a une différence de perception, en tout cas au niveau... Est-ce qu'il y a une différence de perception chez les personnes LGBTQ2+, dans le bien-être en fonction de anglophones ou francophones? J'imagine qu'il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte, donc c'est une question très ouverte. Oui, c'est très difficile de dire. La plupart des études sont tellement localisées, c'est difficile à généraliser sur ces affaires-là. Les seuls, c'est un peu relié à mes autres projets de recherche. On a un peu regardé comme les croyances des gens par rapport à ces communautés-là. Il y a certaines études qui trouvent une légère différence de biais entre les anglophones et les francophones, qu'il y a parmi
parmi leur échantillon, ils ont trouvé que les personnes francophones étaient moins strictes sur comme les valeurs traditionnelles que les personnes anglophones qui ont eu dans leur échantillon, mais c'est comme C'est toujours l'échantillon c'est à ça, regarder. exactement. C'est difficile à généraliser. Euh, on- il y a certains projets qui cherchent à comparer ces groupes-là. Ça serait certainement intéressant de comparer cette mesure ici avec des mesures anglophones au Canada pour voir comment c'est différent. C'est ça, un de nos buts avec la Laurentienne, on aimerait comparer avec leurs données qui sont bilingues parce que c'est une université bilingue qui est un peu plus sur le côté anglophone que francophone même. Donc, ça serait intéressant de le comparer avec leur trouvaille. Mhm. J'y pense comme ça, mais je pense que tu le sais, mais l'Université Laurentienne a des difficultés financières Oui, majeures. oui. Est-ce que ça va avoir un impact sur tes éventuelles collaborations ou projets de recherche Oui, à venir? j'imagine que les ressources pour le groupe qui s'occupe du questionnaire, ça se peut que c'est en question présentement, là. Donc, dans le futur, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ça dépend un peu de la Laurentienne et qu'est-ce qu'ils vont faire. Euh, pour les données qu'ils ont déjà recueillies dans les dernières années, on peut accéder à ça. Il ne devrait pas avoir de problème. Mais dans le futur, Ça va être un peu plus compliqué. oui, c'est ça, c'est un peu compliqué. Non, je comprends. Est-ce qu'il y a ton projet est soutenu financièrement par les gouvernements, par exemple, ou provincial ou Euh, fédéral, ou Pas présentement, pas non. spécialement? Ok. Non. Est-ce qu'il y a des projets qui sont financés pour, euh, spécifiquement le bien-être des personnes LGBTQ2+, sur les campus, Sur par le ailleurs? campus, je suis pas sûr. Parce que dans le cas de Euh, Laurentienne, par exemple, on a le fait, les difficultés mhm. financières de l'université viennent Oui, aussi ça d'un serait certainement sous-financement. intéressant d'avoir un financement comme externe, juste pour assurer que ces projets-là tombent pas à l'eau quand les universités ont des problèmes comme ça. Parce que derrière, c'est les communautés Mhm. qui subissent le manque de financement. Oui, c'est ça. Ça finit par être souvent des minorités qui sont affectées. Euh, ouais. J'ai un peu perdu mon train de Non, pensée. c'était sur le côté financement et puis Oui, comment ça peut poser des problèmes derrière oui. d'avoir des soubresauts politiques qui, au final, impactent la recherche qui est Mhm. censée aider ou en tout cas mieux comprendre les enjeux liés aux minorités, que ce soit les minorités chez les personnes LGBTQ2+, ou les Mhm. minorités linguistiques Oui. au Canada, on en parle beaucoup aussi. Mhm. Euh, Avant de passer aux questions, là, il nous reste environ 3 minutes de discussion, puis n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur la vidéo Facebook. Là, je vois déjà qu'il y a des gens qui ont commenté, donc je les poserai juste après. Je voudrais juste que tu nous parles un petit peu de tes projets, tes autres projets dans le cadre de ton doctorat. Tu étudies notamment des questions de préjugés implicites. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, pendant ma maîtrise et encore au doctorat, j'ai eu l'opportunité de travailler sur d'autres projets de recherche. J'ai travaillé sur deux différents projets qui avaient à faire avec les préjugés implicites ou les biais inconscients par rapport aux minorités. Donc, il y en avait un qui avait rapport avec les orientations sexuelles. Donc, c'était vraiment les gens, on avait des personnes qui rentraient pour l'expérience et ils lisaient des textes qui présentaient des couples, soit homosexuels ou hétérosexuels. Et on regardait vraiment la vitesse de lecture. Donc, on leur mettait un casque sur la tête qui avait des petites caméras pointées aux yeux. C'est vraiment du fun. Et là, on trouve que quand les gens lisent une histoire qui a à faire avec quelque chose qu'on ne s'attend pas, donc un couple qui est homosexuel, par exemple, c'est pas nécessairement la norme. Donc, parfois, on va lire ça et la lecture va se ralentir un peu. Des fois, les yeux vont retourner dans le texte pour relire un passage et le continuer. Donc, c'est ça qu'on étudiait un peu. Et on essayait de voir le rôle du contexte. Donc, si une histoire est plus élaborée sur le fait que le couple est homosexuel, est-ce que ce ralentissement-là va s'estomper ou est-ce que ça va toujours être là? C'est un peu voir comment rigides sont ces biais-là. Donc, si c'est vraiment rigide, ça va toujours rester. Donc, c'est beaucoup des projets comme ça qui sont un peu
un peu plus difficile à expliquer, je trouve. Non, je comprends. Mais est-ce que vous avez des résultats là-dessus, des Euh, tendances ou des choses que oui, tu aimerais partager avec nous? oui, on est présentement en train de essayer de combiner quelques études dans comme un gros projet. Donc, on a eu plusieurs collectes de données pour ça. Ici et à la Laurentienne, on fait beaucoup de travail en collaboration avec eux. Mhm. Euh, on avait trouvé, si je me souviens bien, euh, qu'il y avait un certain biais euh, et que ça, le biais dans la lecture s'enlevait un peu, mais c'était toujours là, comme à la fin du texte, même si qu'on avait un contexte qui disait au préalable que c'est un couple homosexuel. Donc, il y a une certaine rigidité. On regardait aussi le genre des membres du couple. Donc, pour les hommes, est-ce que c'est plus rigide que pour les femmes? Euh, là, on trouve typiquement que c'est plus rigide pour les hommes que pour les femmes. Ça, c'était un résultat Mhm. qui se réplique assez bien. Ok. Ah, c'est vraiment intéressant. J'irai voir la publication quand elle sortira. Oui, oui, c'est assez intéressant parce que, évidemment, le monde rentre, ils savent par le titre de l'étude un peu qu'est-ce que ça a rapport. C'est pas des personnes qui sont euh, très discriminatoires ou Oui, préjugées du début, mais c'est juste que ces biais implicites-là, on est tous affectés de façon inconsciente. non, c'est des C'est choses intéressant. c'est des choses qu'on acquiert très jeune, je pense, puis qu'on Oui, garde avec nous, parce qu'on on s'en rend pas compte, hein, on mhm, fonctionne, on est des animaux sociaux, là, oui, c'est ça. on absorbe beaucoup de choses pendant toute notre vie, et surtout au début. Mhm, Donc, ouais, c'est difficile de se défaire de certains préjugés, surtout quand on s'en rend même pas compte. oui, c'est ça. Ça aide pas. On va maintenant passer à la période de questions. Et je vois qu'il y a déjà au moins une question deux questions maintenant dans les commentaires sur la vidéo sur Facebook. Donc, on va commencer par une première question. Je vérifie. Première question de Laura qui demande comment créer davantage de safe space dans les universités ou faire en sorte qu'elles deviennent des safe space en soi. La deuxième partie de la question sera peut-être répondue plus tôt à la fin de votre étude. Oui, pour faire des safe space, honnêtement, ce que je vois le plus souvent qui fonctionne assez bien, c'est des ateliers de, de sensibilisation, de comment créer un safe space. Je sais qu'il y en a qui commencent à arriver à l'Université de Moncton. Je sais qu'à la Laurentienne, quand ils ont utilisé cette mesure ici, euh, la première fois, ils ont fait l'inventaire de l'université. Ensuite, ils ont commencé à faire des ateliers Safe Space et ils ont refait la collecte de données. Ils ont trouvé qu'il y avait une certaine amélioration. Il y avait même des commentaires dans le questionnaire où les gens disaient qu'ils ont vraiment apprécié la formation et qu'ils ont trouvé que ça a aidé. Donc, je trouve que des formations comme ça peuvent être très utiles si longtemps qu'ils sont accessibles. Évidemment, Ouais. si c'est difficile à y accéder, il n'y a personne qui va le faire. Est-ce que tu peux expliquer, définir rapidement ce que c'est un safe space pour les gens qui nous écoutent qui ne sauraient pas forcément? Ça serait vraiment, de façon comme générale, on aimerait que tous les endroits soient au moins un certain degré un safe space. Donc, c'est un endroit où une personne euh, peut se présenter de façon complète. Donc, leur identité n'a pas besoin d'être cachée des autres. Donc, si une personne fait partie des minorités sexuelles, romantiques et de genre, euh, il pourrait expliquer comme si qu'ils sont en couple, ils pourraient librement dire ah je suis en couple avec cette Mhm. personne-là, ils n'auront pas besoin de cacher le genre de leur partenaire. Ce qui se fait assez souvent dans des contextes mixtes où on n'est pas sûr si que les gens vont accepter ou non qu'un couple soit homosexuel, des choses comme ça. Donc on aimerait que tous les contextes permettent les gens à être eux-mêmes de façon authentique. Ça améliore évidemment leur bien-être, de ça qu'on voit dans la recherche. C'est vraiment pour des espaces, ou en tout cas des lieux où les gens se sentent en sécurité, Oui, ne sentent pas le besoin de se protéger mhm, contre d'éventuelles discriminations ou exactement. préjugés ou devoir se justifier. C'est ça. C'est ça, ok. Ah, c'est vraiment. J'espère que ça répond à ta question, Laura. Vraiment intéressant. Laura a une deuxième question. Euh, avec... Alors, elle dit merci pour cette conversation essentielle. Avec quel professeur ou équipe de recherche collaborez-vous à la Laurentienne?
À la Laurentienne, on collabore principalement avec le professeur Joël Dickinson. Elle est dans le département de psychologie à la Laurentienne et euh, elle collabore avec ma superviseure de thèse, Annie Rochaland, depuis assez longtemps. Annie Rochaland, elle a enseigné à la Laurentienne aussi, donc ils ont travaillé assez étroitement. Et là, j'ai fait un stage avec Joël, qui était un des projets avec les biais implicites. Donc, c'est principalement avec elle que je collabore et son laboratoire. Je sais que Annick Denis est une étudiante qui a beaucoup travaillé avec Joël et Annie aussi. J'ai pu collaborer avec Annick un peu aussi avec les ateliers Safe Space. On a commencé à former des gens ici à Moncton aussi. Donc, c'est... Ok. Il y a déjà des ateliers Safe Space à Moncton. Oui, un peu. Ici à l'université, on avait invité Annick à venir pour former des gens pour pouvoir faire les ateliers. Donc, moi, j'ai pu bénéficier de ça. Je donne parfois des ateliers. J'en ai donné dans le département de psychologie. J'aimerais en faire plus dans d'autres départements aussi. Et on essaie de faire que Prise peut aussi faire des ateliers. Donc, ils sont en train de faire des mini-ateliers dans des cours d'initiation aux études. Donc, on commence à avoir un peu plus de sensibilisation dans l'université en général. Je sais que Kaleidoscope essaie de faire de la sensibilisation au niveau des profs et des employés aussi. Donc, il s'occupe un peu de ce côté-là. Il y a de quoi s'occuper. Oui. J'ai une question qui me vient en tête. On est en pleine campagne pour les élections municipales. Hmm. Est-ce que, c'est une question très politique, là, puis tu me diras, c'est plus le militant que j'interroge que le chercheur, mais tu me diras si tu veux y répondre. Est-ce que tu penses que les enjeux, les problématiques liées aux communautés, aux minorités sexuelles de genre et romantiques sont bien prises en compte, suffisamment prises en compte dans cette campagne? Est-ce que tu suis la campagne déjà? C'est peut-être la première question. Je la suis pas trop. Normalement, la politique, j'essaie de m'impliquer quand ça vient temps de voter, évidemment. C'est très important de voter. Le reste du temps, je, je m'implique pas trop. Donc, je le suis pas beaucoup présentement, là. Je pense que c'est certainement un sujet qui est très important, que ça soit pris en compte dans la politique. Souvent, ça peut tomber à l'eau, comme qu'on a vu assez dernièrement avec la clinique à Fredericton qui avait fermé. C'était malheureux. Oui, c'était une clinique qui faisait des avortements. Oui, puis il faisait beaucoup de traitements hormonaux pour des personnes Mhm. transgenres. Donc, c'était très malheureux que cette expertise-là a été évidemment perdue à cause de la politique qui n'a pas pu leur soutenir. Mhm. Non, c'est vraiment malheureux. J'allais dire aussi à Moncton, on a un organisme qui s'appelle Rivière de la Fierté, Oui, qui est un peu l'équivalent de Prisme, mais à l'échelle municipale. Enfin, c'est Mhm. ma vision. Peut-être que c'est probablement beaucoup plus complexe que ça, mais c'est ils comme font ça que je le beaucoup de vois. choses. Oui. J'imagine. Est-ce que Rivière de la Fierté s'implique, par exemple, dans la campagne électorale? Je sais que c'est très. Je m'éloigne beaucoup là, je digresse, mais Je connais pas trop ce que Rivière-la-Fierté est en ok. train de faire, autant comme au niveau là. Ils sont impliqués avec certains de nos projets ici à l'Université de Moncton. Il y a une personne de Rivière-la-Fierté qui est représentante dans le pôle de recherche et interdisciplinaire sur la diversité et l'équité LGBTQ2+, Mhm. ici à l'université. Donc, c'est un peu... Il y a des liens qui se forment, mais je suis pas super connaissant sur leurs affaires. Non, il n'y a Présentement. pas de problème. Là, je sais que je suis parti loin, donc je comprends. J'aime de m'impliquer, mais malheureusement, j'ai des limites de ce que je peux. Ben, comme tout le monde, là, je pense qu'on a tous nos limites d'application. Ça, c'est sûr qu'on fait ce qu'on peut dans le temps qu'on Oui, a, et l'énergie aussi, c'est important, oui, et la santé mentale, oui, c'est ça. il faut faire attention. Je vois pas d'autres questions pour l'instant, mais n'hésitez pas à en poser si vous en avez. En attendant, je voudrais parler un petit peu du pôle de recherche que tu viens de mentionner. Ah Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, c'est un pôle de recherche qui s'est formé très
récemment, il y a eu l'approbation de la Faculté des études supérieures et de la recherche ici à l'université juste quelques mois passés. Ils sont en train de planifier... Peux-tu rappeler le nom du pôle de recherche? Oh oui, c'est le pôle de recherche interdisciplinaire sur les diversités et l'équité des communautés LGBTQ2+. Donc, en cours, c'est PRIDE ou PRID, selon la prononciation qu'on veut utiliser. Et c'est un pôle de recherche qui cherche vraiment à, par exemple, promouvoir des bonnes pratiques de recherche pour inclure ces communautés-là, de donner des outils aux chercheurs et aux personnes impliquées. On a des personnes intéressées, des personnes étudiantes et aussi des profs ici à l'université, des personnes de d'autres universités qui veulent s'impliquer. Donc, on essaie de créer comme une base d'outils et de formation, d'entraide. Une communauté aussi Oui, de c'est recherche. ça. Oui. Vraiment intéressant. Mhm. Mais ça, dans le cadre de l'ACFAS Acadie, on adore promouvoir ce genre d'initiative. Là, c'est vraiment la recherche francophone et puis les gens de la communauté de la recherche en français qui se regroupent pour travailler sur certains sujets. Donc, Oui. c'est super intéressant. Mhm. Je voulais, pour terminer, là, sauf s'il y a d'autres questions après, mais Oui. je voulais parler un peu de l'impact de la pandémie sur tes recherches. Tu me disais que la pandémie t'avait amené à modifier certaines choses dans ta méthodologie. Oui, parce que puisque le questionnaire peut se faire sur l'Internet, normalement, on se dirait, OK, pas de problème. Mais il y a beaucoup de questions qui portent sur les expériences au campus. Donc, on a dû un peu ajouter des items qui portent sur, par exemple, les expériences sur l'Internet, comme il y avait des questions qui portaient sur s'il y a des gens qui ont fait des rumeurs à partir de choses comme des personnes LGBTQ2+, qui ont vu des rumeurs passer à l'Internet ou sur le campus. On a dû ajouter certains items juste pour ajouter la facette à distance sur Teams et Click et tout ça de l'université qui se passe maintenant. Parce que avant, c'était pas mal juste au campus physique, mais maintenant, on essaie d'englober un peu tout dans notre mesure. Ok, c'est quand même... c'est peut-être même une bonne chose finalement, non? Oui, ça nous a permis de voir une perspective qu'on n'avait pas eue avant. Avant, il y avait de l'enseignement à distance, mais c'était principalement comme pendant l'été ou une couple de cours pendant le reste de l'année. Maintenant, on considère ça comme pour tout le monde, c'est que c'est ça leur expérience. On aimerait de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ok, c'est vraiment intéressant. Avais-tu d'autres choses à aborder, à mentionner? Je pense qu'on a eu une bonne discussion déjà. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de discuter? Je vais vérifier en même temps qu'on n'a pas d'autres questions dans les commentaires. Je pense pas qu'on a oublié. J'espère que le monde va répondre au questionnaire. C'est pas mal ça. Oui, c'est ça. Donc, surtout, n'hésitez pas, dans les quelques mois qui arrivent, vous allez recevoir un courriel qui va être écrit « Études ». S'il vous plaît, répondez au questionnaire. Oui. Et même si ce n'est pas mon questionnaire, il y a beaucoup d'études qu'on besoin de gens et c'est toujours apprécié. Ah, c'est sûr. C'est ça, c'est sûr. Je te souhaite d'avoir beaucoup de participation dans tout ça. Merci. Donc, je vais arriver à la fin. Je pense qu'on arrive, c'est ça, à la fin de la causerie. Encore merci d'avoir accepté l'invitation, d'être venu discuter avec moi aujourd'hui pour cette causerie, puis de produire du savoir en français en milieu minoritaire au Canada. Ah, c'est mon plaisir. Ça fait plaisir à toute la communauté francophone minoritaire, notamment en Acadie. Donc, je vous remercie aussi, vous qui nous regardez, d'avoir suivi, d'être resté jusqu'au bout de ces 43 minutes de causerie. J'espère que vous avez apprécié ça. Et si ce n'est pas déjà fait, surtout, n'hésitez pas à suivre les pages de l'ACFAS Acadie et du service à la vie étudiante et socioculturelle de l'Université de Moncton. Vous pouvez également vous abonner à l'infolettre de l'ACFAS Acadie. Je le mettrai en commentaire dans un instant sous la vidéo. Et avant qu'on se quitte, je vais simplement vous faire 2 rappels, parce qu'on a 2 prochains... J'ai oublié. Il faut absolument que je remercie Andy qui est là, parce que si je ne remercie pas Andy, c'est vraiment dommage, parce que c'est lui qui assure toute la technique. Donc merci beaucoup Andy. Maintenant je te vois, parce qu'il n'y a plus les panneaux anti-bruit, donc c'est super. Et je remercie aussi Rémi et Olivier du service à la vie étudiante, qui participent aussi à la construction, à l'organisation de ces causeries.
Donc les prochaines activités pour l'ACFAS Acadie, il y en a 2 cette fois. D'habitude j'en dis beaucoup, mais là il n'y en a que 2. On arrive en fin de session, c'est aussi, ça explique pourquoi. La prochaine, donc, ce sera le mardi 4 mai à 19h, et c'est le tout premier concours de l'Atlantique pour ma thèse en 180 secondes. Ce sera organisé donc par l'Université de Moncton, par l'ACFAS et par l'ACFAS Acadie, pour les étudiants à la maîtrise et au doctorat. Et donc, c'est ça, vous n'avez qu'à vous connecter le soir sur la page Facebook de l'ACFAS Acadie à 19h, et vous pourrez voir, je pense qu'on est à 12 candidats et candidates qui vont présenter leur thèse en 3 minutes, à la fois à la maîtrise et au doctorat, donc ça va vraiment être une très belle finale. Et le second événement dont je voulais vous parler, ce sera donc la prochaine causerie qui aura lieu cette fois plus tard, donc le vendredi 28 mai à 13h30 toujours. Et ce sera avec Gilbert McLaughlin, qui est chercheur postdoctoral en sociologie. Et il viendra nous parler notamment de l'adhésion aux croyances en politique, car il a beaucoup travaillé sur la radicalité, la radicalisation, l'extrémisme en général en politique, donc un sujet tout aussi passionnant que le sujet d'Elias sur les communautés LGBTQ2+. Donc j'espère que vous vous joindrez à nous pour ces 2 activités, et d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une très belle fin de semaine, à bientôt.